Bonjour, ça va bien? Je vais faire une vidéo en langue française. J'espère d'abord que le micro fonctionne. Excusez-moi, je sors de maladie, donc ma voix n'est pas très claire. Mais la semaine dernière, j'ai pensé à Netanyahou. Et j'ai fait un parallèle avec Hitler. Et je vois une voie commune entre deux personnages qui ont fasciné la population et qui ont conduit l'un à l'Holocauste et l'autre à quelque chose que l'on ne dit pas encore, mais à un désastre humain indescriptible. Alors, j'avais des idées la semaine dernière par rapport au prolongement de la vie politique de ces individus, et vraiment j'ai trouvé un parallèle entre les deux. D'abord, Adolf Hitler arrive au pouvoir dans un contexte de crise. C'était la fameuse crise de 29 qui touche particulièrement l'Allemagne. Forte misère, fort chômage, violence civile et crise, manifestation avec un pouvoir ouvrier important et des confrontations. Et il se passe que les industriels ont soutenu Hitler. On peut dire que Hitler a obtenu le soutien de quelques industriels. Et quand il va arriver au pouvoir, il est d'abord nommé chancelier, ensuite avec la mort de, comment il s'appelle, Nuremberg, excusez-moi, j'ai oublié son nom, il a cumulé les fonctions et il est devenu le chancelier, plus que le chancelier du Reich, enfin bref, il a cumulé les fonctions. Et dès qu'il a pris le pouvoir, il a supprimé les syndicats. Donc il a pris le pouvoir en 1933. Je crois que la même année ou l'année d'après, il y a eu un incendie du Reichstag. Quelqu'un qui aime le feu a allumé un feu, ça a brûlé le Parlement allemand. Et la clique à Hitler, on en a profité en accusant les communistes. Et donc ils ont attaqué les syndicats, ils ont supprimé les syndicats. Et pour mener cette politique de violence, Adolf Hitler s'est appuyé sur les SA, les sections d'assaut, d'un certain pyromane. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'était le mot pyromane. C'est un pyromane hollandais qui a allumé le feu, qui a allumé plusieurs feux, et puis il y a eu un incendie, et puis on l'a attrapé. Et puis il y a eu en fait un concours de circonstances parce que la construction du Reichstag était faite de sorte qu'il y avait un appel de vent, un appel d'air, et l'appel d'air a enflammé le bois, et c'est tout le Reichstag qui a brûlé. Et on a trouvé l'accusation idéale, on a dit ce sont les communistes, et donc on a saqué les communistes, on a saqué les socialistes, on a supprimé les syndicats, et Hitler s'est appuyé sur ce que je vous disais, sur les SA, un fameux Ernest Röhm, qui était un brutal et qui était un violent, un malade de violence, et qui a dirigé ses sections d'assaut, les SA, contre tous les mouvements ouvriers. Et donc Hitler s'est appuyé sur cette violence des SA pour ramener son ordre, mais vous savez, une milice militaire est toujours dangereuse, elle peut se retourner contre vous. Et avant qu'elle ne se retourne contre vous, Hitler a fait assassiner Ernest Röhm dans son hôtel, et il a dit qu'il ne méritait pas de jugement, et donc il a supprimé la SA, dont il a fondu les membres dans la nouvelle SS. Donc Hitler a pris le pouvoir dans une situation de crise politique très grave, et il a ramené l'ordre avec la terreur. Et il a remis les gens à l'emploi, au travail. Et on peut dire que, ça ne va pas vous plaire ce que je vais dire, mais il y a eu une fascination pour Hitler, c'est-à-dire qu'on lui pardonne la violence. On n'a pas vu à ce moment-là qu'il a supprimé les principes de la démocratie, on n'a pas vu les violences qu'il a entretenues contre des citoyens, contre la liberté d'opinion, contre la justice, puisqu'il estimait que
cet homme ne méritait pas de passer devant la justice. Mais qui t'es, toi, pour juger de la mort d'un homme sans qu'il ne passe par la justice? Et donc c'est un droit que Hitler se permit, mais, à l'époque, Hitler fascinait. Il faut le dire, on n'en est pas encore au camp de la mort, hein. Donc on n'est pas encore à la guerre, on est encore au début, lorsque Hitler commence à installer sa dictature, et on ne voit pas ça. On voit comment dire, je ne dis pas le surhomme, mais l'homme providentiel, voilà, l'homme providentiel qui va sauver l'Allemagne, et les Allemands y croient, et lui-même y croit. Et donc c'est un homme de grande détermination, beaucoup de détermination, beaucoup d'autorité, il sait ce qu'il veut, et c'est ce qui fait l'admiration de la population allemande et de la soumission du peuple allemand à cet individu qui sait ce qu'il veut, cet individu qui est déterminé, qui a une idée précise, et on a besoin de ça à ce moment-là de l'histoire. Donc vous voyez que cette personnalité de détermination du prétendu homme providentiel, comparé avec Benjamin Netanyahou, on le voit ainsi. Aujourd'hui, les Israéliens voient Netanyahou comme l'homme providentiel. Pourtant, il apporte la violence. Il est arrivé dans un contexte de crise. Quand il est arrivé au pouvoir en 2022, aux élections de 2022, il est arrivé dans un contexte de réforme de la Constitution. Vraiment, il mettait en danger la démocratie et les pouvoirs de la Cour suprême. Donc il y a eu une forte violence contre Netanyahou. Mais il y a eu le phénomène, disons l'attaque de Gaza, la révolte de Gaza, c'est-à-dire que les Gazaouis ne trouvaient pas de solution depuis des années. Ils ont tout essayé et ils se sont dit maintenant on va utiliser la force et on va... En fait, c'était les événements du 7 octobre. En fait, ce ne sont pas les événements du 7 octobre, ce sont les événements du 6 octobre. C'est-à-dire qu'on va organiser la guerre, on va reprendre quelques kibboutz, on va prendre des otages, on va négocier. Donc on a fait un choix de la force, mais ils ne se rendaient pas compte qu'en face, ils avaient Netanyahou. C'est-à-dire qu'un autre leader politique aurait peut-être négocié pour éviter la mort des otages. Mais Netanyahou, il n'en a rien à foutre des otages. Netanyahou est à sa 4e guerre contre les Gaza. Il a une fixation contre Gaza. Il a mené une guerre en 2009, il a mené une guerre en 2012, il a mené une guerre en 2014. Et là, on lui donnait l'occasion. Et donc, il a, je veux dire, les 1000 morts qu'il y a eu le 7, le 8, le 9 ou le 10 octobre, ce sont des Israéliens qui ont été tués par des armes israéliennes. Ça, il faut le dire, ça. Parce que l'armée, elle s'en fout. Elle tue, et elle mettra ça sur le dos, elle mettra le carnage sur le dos des Gazaouis. Et il faut revenir aux faits, c'est ça. Parce qu'ils ne veulent pas négocier. Et c'est un principe depuis longtemps, depuis toujours, dirait-on. Les Israéliens ne négocient jamais sous le chantage. Ils ne négocient même pas, d'ailleurs. Il ne faut pas se faire d'illusions avec eux. Donc vous voyez, il y a un parallèle entre la crise, la période de crise lorsque Hitler prend le pouvoir et qu'il met la mainmise sur... enfin, il instaure la terreur. Et Netanyahou, pareil. Et les deux personnages sont fascinants. Ils fascinent la population par leur détermination, par leur exclusivité. Et ils arrivent à produire une dynamique de groupe. Il faut y croire, ça. C'est un consensus national à un moment donné de l'histoire où certains hommes politiques arrivent à le faire. Et j'en arrive à dire que les hommes font l'histoire. Parce qu'on aurait eu un autre homme, l'histoire aurait été différente. Et je pense que bon, c'est un sujet de réflexion politique. Est-ce que les hommes font l'histoire ou est-ce que l'histoire fait les hommes? Qu'est-ce qu'il faut en penser? Mais là, on voit que des gens comme Hitler ont une idée fixe, une détermination, une pensée qu'ils veulent mener. Et ils réussissent à la mener. Hitler, en 1923 ou 1924, lorsqu'il a tenté son putsch, et il était en pleine dépression, il voulait se suicider, vous savez-vous. Il voulait se suicider. Mais il ne s'est pas suicidé, et au contraire, il s'est renforcé dans sa détermination. Sa prison n'était pas la sanction pénale, il était dans une grande villa avec un secrétaire et du papier pour écrire.
et ça lui a servi à fixer ses idées, et ça ne lui a donné que plus de détermination. Netanyahou, c'est un peu différent, il appartient à une famille idéologique qui pense déjà, et donc il est déjà très jeune, il a une pensée qui était extrémiste dans les années 70, mais cette pensée extrémiste s'est imposée dans le Likoud et au gouvernement, et je vous rappelle que Netanyahou est l'homme qui a le plus gouverné l'État d'Israël que quiconque d'autre. Voilà. Donc, arrivé au pouvoir dans une situation de crise, des personnalités fascinantes, orchestration de cette fascination. C'est-à-dire que Hitler organise des grandes manifestations avec le soutien de Goebbels, il y a une chorégraphie, c'est nouveau pour l'époque, donc il crée une dynamique de groupe. Et Netanyahou, c'est pareil, il réussit à faire une dynamique de groupe avec la diaspora. Enfin, la diaspora, je ne sais pas si le mot est adéquat. La diaspora, normalement, ce sont tous les juifs, mais ça laisse entendre qu'il y a une nation patrie, une mère patrie. Vous voyez, quand on dit le mot diaspora. En fait, diaspora, c'est plutôt des communautés juives dans tous les pays du monde. Et lui a réussi à mobiliser ces gens-là, et ce n'est pas lui seulement, mais c'est un travail qui a été fait depuis de nombreuses années, où tous les lobbies travaillent en sorte pour parler au nom des juifs et pour imprégner les pouvoirs locaux, c'est-à-dire qu'ils jouent leur rôle dans la politique de tous les gouvernements, mais ils sont là à double face en jouant leurs avantages, et ça on le voit dans le gouvernement français. Je crois que si vous voyez les communiqués, par qui ils ont été rédigés, par quels fonctionnaires, c'est les mêmes écritures, avec les mêmes inspirations, et c'est ce qu'on appelle de l'entrisme. Mais c'est du jamais vu. Ce qu'on voit aujourd'hui en France, dans la politique française, il y a une influence, un entrisme extérieur assez perturbant, très 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 inquiétant, que même l'extrême droite soutient. Parce que normalement, les plus sensibles à l'influence étrangère, ce sont les extrémistes de droite, parce qu'ils sont très nationalistes, excessivement nationalistes, donc ils n'aiment pas ça. Eh bien, figurez-vous qu'eux sont les plus mouillés dans ces influences, parce qu'ils veulent un peu sauver leur honneur, avoir une place respectable, et donc ils vont soutenir les extrémistes pour accréditer leur place personnelle. Voilà. Alors, autre chose, j'ai noté dans mes papiers, la conquête coloniale. La politique de Hitler est une conquête coloniale. Il dit que les peuples parlant une même langue doivent appartenir au même Reich. Même race, même langue, même peuple. Mais vous savez, la langue germanique, elle s'étend en Belgique, en Suisse, en France, en Alsace-Lorraine. Il y a un département belge où on parle allemand, en Suisse il y a une Suisse allemande, en Autriche, en Tchéquie, etc. Donc il y a une linguistique germanique. Et Hitler veut en faire une conquête coloniale, c'est-à-dire une conquête de tous les peuples parlant allemand. On veut faire, donc c'est un peu l'héritage de l'ancien empire germanique que Hitler veut développer. Et donc il va prendre il va rassembler le peuple. Il va, l'Anschluss, avec l'Anschluss. L'Anschluss, il va récupérer l'Autriche. Comme j'allais dire une insulte, mais je vais la garder pour moi. Comme Hitler était un Autrichien qui a fait carrière en Allemagne, ça il ne faut pas oublier. Donc quand il vient en Autriche, il est chez lui. Et donc quand il prône l'Anschluss, c'est-à-dire l'unité de l'Allemagne et de l'Autriche, il est acclamé par la population. C'est une fraternité, c'est une fratrie entre les populations. Et donc l'Anschluss, mais il faut savoir que l'Anschluss, lorsque Hitler supprime les barrières, qu'il emprisonne toute opposition et qu'il s'arrange à n'avoir avec lui que les gens en faveur de l'Anschluss, en attendant, il pille les ressources de l'Autriche.
Enfin, il accapare les ressources de l'Autriche, de la Banque nationale, de l'or autrichien, et donc ça devient son or, pendant que la population acclame sous l'organisation orchestrale des nazis qui étaient capables à ce moment-là de faire des grandes chorégraphies, de grands spectacles, et c'était nouveau à l'époque. La télévision, les images, l'organisation. Et Goebbels était génial, ou peut-être pas génial. En tout cas, il était comment dire, quelqu'un, enfin, j'ai pas le mot en tête, mais quelqu'un qui est innovant dans cette nouvelle technologie, et il saura utiliser euh, toute, euh, toute cette toute cette organisation avec la musique, avec les tambours, avec les vêtements, avec les défilés, avec l'enthousiasme populaire, etc. Et donc il y a une fascination du peuple. Voilà. Alors, quand je vous parle de fascination, qu'on ne se trompe pas, c'est pas une admiration pour Hitler, mais c'est même pas. Je veux dire, les Allemands, en 33, en 36, jusqu'en 38, sont en admiration avec Hitler. Hitler n'a pas encore montré le pire. Il a déjà montré qu'il était dictateur, il a déjà montré qu'il était antidémocrate, il a déjà montré qu'il était brutal, mais on n'est pas encore arrivé à la guerre et aux exterminations. Donc à ce moment-là, les Allemands sont encore là et ils lui jurent serment de fidélité. Donc ils vont l'accompagner. Et vous savez, vous connaissez la valeur d'un serment. C'est un engagement, mais un engagement sur le personnage de l'époque, de 1936-1938. Alors, ensuite, il y a, juste avant la conférence de Munich, il y a la conquête des Sudètes. Les Sudètes, c'est un territoire tchèque où l'on parle allemand. Et donc, ils revendiquent les Sudètes. Et pour éviter la guerre, comment il s'appelle les diplomates français, Daladier et Chamberlain, diplomate anglais, lui accorde les Sudètes. Il se dit, on va sauver la paix. Et le comble, c'est que Hitler se trouve arnaqué. Il dit, ouais, je n'ai eu que la Tchéquie, je n'ai pas eu tout. Mais c'est pas grave, je prends la Tchéquie. C'est-à-dire qu'il n'a pas dû faire la guerre pour occuper encore des régions industrielles de la Tchéquie, et ensuite occuper toute la Tchécoslovaquie et devenir en puissance. Alors là, c'était fini. C'était les accords de Berlin lui accordaient la Tchéquie, et lui accorder les Sudètes, et en fait, Hitler va prendre plus que les Sudètes. Et donc cet esprit conquérant, bon, Napoléon ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. Il a, déjà dans ses premiers mandats, il a favorisé, pas il a favorisé, mais il a donné, comment dire, il a donné ordre, il a libéré l'ordre pour les colons. C'est-à-dire qu'il a armé les colons, il leur a permis de conquérir la Cisjordanie. Donc ce sont des milices individuelles, c'est pas l'armée, ce sont des individus qui abusent du droit civil pour conquérir des terres, pour envoyer les Palestiniens de Cisjordanie. C'est horrible ce qui s'y passe. Il a libéré des militaires avec l'idée du Grand Israël. C'est non seulement la Cisjordanie, mais à Gaza, il veut exterminer la population. Il fait tout en sorte pour que la population meure. On vous parle de 70 000 morts, mais vous savez que nous sommes à 700 000 morts. Et les gens meurent non pas sous les bombes seulement, mais de famine, de soif, de pauvreté, de misère, de maladie, de bombardements, etc. Et 700 000, c'est un minimum. On est proche du million de morts à Gaza. Et on va faire le bilan, et on va voir. Alors, ce qu'il y a encore, donc il y a l'autre chose, c'est le racisme. Hitler était raciste. Hitler détestait les juifs. On se demande pourquoi. Pourquoi cette haine du juif? C'est une part qui n'est pas allemande, selon lui, et il faut les évacuer. On peut tolérer que 25% de sang juif, quelque chose comme ça, disait-il. Mais donc ça peut paraître modéré, mais il faut les évincer de
de l'identité allemande. Et donc il y a eu la fameuse nuit de cristal où il s'attaque à tous les commerces juifs et il renvoie tous les juifs autant que possible en dehors de l'Allemagne. Et donc l'Allemagne à ce moment-là perd toute son élite. Ah oui, il parle même d'art juif. Il a même parlé d'art juif et d'art allemand. Et que l'art juif corrompt l'art allemand. Et que la science juive corrompt la science allemande. Donc enfin, le délire va très loin. Donc peu importe. Donc les Allemands sont exclus autant que possible, quoique, c'est pas toujours vrai, parce que nous avons vu des Allemands qui sont partis et qui sont revenus, notamment le paquebot Lui, où ils pensaient émigrer à Cuba, et ils sont revenus à Hambourg, se réinstaller dans leur nation. Donc cette histoire, mais bon, on note que Hitler était raciste, ça c'est incontestable, mais il n'a jamais annoncé la solution finale. La solution finale n'est venue qu'en 1942. Lors d'une certaine conférence de Wannsee, je crois, l'état-major s'est entendu dans cette histoire de solution finale de la question juive. Bon, mais ça vient à la suite de défaites, et donc il y a une volonté de revanche. Bon, je ne sais pas très bien expliquer pourquoi les origines de cette haine. Bon, mais il faut voir la psychologie, l'étude. Mais Ben Netanyahu, c'est pareil. Lui aussi, il est raciste. Lui, il veut pas de musulmans, il veut pas d'arabes, il veut que des juifs. Et je vous rappelle qu'il est à l'origine d'une loi fondamentale qui inscrit la judaïté dans la nation. Le fameux article constitutionnel, comment dirait-on, l'article 1er, qui n'a été rédigé que longtemps après, mais ce qu'on appelle une loi fondamentale, et c'est une loi complètement discriminatoire à l'égard de ses citoyens. Donc quand on parle de démocratie, allez voir la loi pour voir qu'il n'y a pas une égalité citoyenneté entre les gens. Il y a une différence, il faut être juif ou adhérer au judaïsme. Enfin bref, je ne me souviens plus ce que disait cette loi fondamentale, mais c'est pas joli. Alors, donc ce que je voulais dire, c'est que l'intention de l'Holocauste n'a pas été déclarée. Par contre, Netanyahou le déclare. Lui, il a parlé de... Qu'est-ce qu'il a parlé du peuple d'Amalek. Voyez ce que le peuple d'Amalek nous a fait. Et donc il faut réduire le peuple, les Amalek ou les Amalékites, eux et leurs enfants, parce que leurs enfants sont de futurs dangers. Voyez ce qu'ils nous ont fait, donc il faut les exterminer. Il le dit, donc son projet est écrit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se conforte à dire qu'il y a eu 70 000 morts à Gaza. Non monsieur, il suffit de faire une soustraction pour voir qu'il y avait 2 700 000 habitants à Gaza en 2023, et qu'aujourd'hui, en 2026, on n'est pas capable de faire un census, de faire un recensement, mais on va voir qu'on est proche de... Donc, on est proche de millions de morts. Voilà. Alors, l'idée d'extermination, elle a existé chez les Allemands, chez les nazis, pardon, excusez-moi. En 1939, les nazis ont débuté un programme d'euthanasie. Le Nachtendot, qui donne une idée de sacré, de l'euthanasie sacrée. Vous voyez, c'est quelque chose comme... c'est-à-dire tuer pour la grâce de Dieu. Et en quoi consistait ce programme? C'était de euthanasier les malades mentaux, ceux qui n'avaient pas d'espoir dans la vie et qui étaient une charge dans la société. Donc un programme d'euthanasie avait été établi dans certains hôpitaux. Et donc l'idée, c'était, par la grâce de Dieu, mettons fin à la vie ou à la souffrance
des malades mentaux. Voilà, vous voyez, c'est comment adoucir un acte de crime avec des mots. Et en allemand, Gnadentot, c'est plus quelque chose de sacré, comme si c'était clément, vous voyez, comme si c'était un assassinat clément pour le bien des victimes elles-mêmes. Et ce programme va se développer avec le projet de solution finale qui est développé dans le sens que les juifs, bon, on va les séparer par sexe, on va d'abord exterminer ceux qui sont inutiles, on va faire travailler ceux qui sont utiles, et les derniers résistants aussi, on finira par les exterminer. Donc il y a un programme comme ça qui va s'accentuer avec la souffrance de la guerre. Plus les souffrances de la guerre vont s'accentuer, et plus la vengeance contre les juifs et la définition de l'Holocauste vont se développer. Eh bien, on retrouve ce même esprit chez Netanyahou. Netanyahou parle des Amalek. Il justifie qu'on les extermine. Et aujourd'hui, on entend son message, et des responsables publics, même français, parlent comme ça, parlent de la même manière. Donc si l'Holocauste a mis du temps à s'identifier ou à s'annoncer, Netanyahou l'annonce déjà. Hein. L'annonce, l'objectif c'est Amalek, l'extermination de ces gens, la destruction de leur territoire, la destruction de leurs maisons, de leurs arbres, de tout. C'est-à-dire il faut tout détruire pour que ces gens ne reviennent plus. Et dans le but du grand Israël, donc c'est le grand projet colonial, et c'est inscrit dans la Bible, et c'est inscrit dans les projets. Alors, Netanyahou, je ne crois pas qu'il soit religieux, mais en tout cas, il exploite la religion, la loi biblique, la loi de l'Ancien Testament, qu'il lit à sa manière pour promouvoir ses objectifs à lui. Et donc, on a rarement vu un homme faire l'histoire. C'est ça que je voulais dire dans ma question que je posais au début. Est-ce que des hommes font l'histoire? Oui, des hommes font l'histoire. Parce que Netanyahou est un extrémiste qui est arrivé au pouvoir. Et il est au pouvoir avec la plus haute légitimité. Donc il est en train de mettre en place ce projet. Alors, une autre question que je me disais, est-ce que Netanyahou ne serait-il pas pire que Hitler? Il suffit de voir le temps, le déroulement du temps. C'est-à-dire en très peu d'années, Netanyahou a réussi à faire son programme et son action par rapport à Hitler. À Hitler, bon, il lui a fallu 33-45, ça fait 7 plus 5, ça fait 13 ans. Sur une époque de 13 ans. Donc en 42, ça a empiré, mais il a poursuivi son extension en 38 en 36 avec l'Anschluss, en 38 avec les Sudètes, ensuite en 39 avec la conquête de territoire, ensuite en 41 avec la Russie et les conquêtes territoriales, etc. Et à un moment, on lui a fait stop, et c'était pas évident d'arriver à lui faire stop. Ça il faut le savoir. Voilà. Alors, la finalité de Benjamin Netanyahou et Adolf Hitler n'est pas la même. Adolf Hitler a perdu la guerre. Il a perdu la guerre, il faut le dire, grâce à Churchill. Churchill qui n'était pas majoritaire dans son gouvernement. Parce que vous savez qu'il y avait dans le gouvernement britannique des gens qui voulaient encore coopérer avec l'Allemagne pour mettre fin à la guerre, pour faire une coopération un peu comme a fait le maréchal Pétain. Et donc, Churchill a retenu son opinion, laissant croire à l'opposition qu'il n'était pas déterminé dans cet objectif, mais il était déterminé à trouver l'appui des Russes et des Américains pour battre Hitler, parce que ça, c'était la priorité. Et ensuite, on a la personnalité la personnalité de, comment il s'appelle, l'Américain, là? C'est pas Eisenhower,
oh, je m'excuse, je perds un peu la mémoire, le chef des États-Unis qui s'est rangé du côté des Alliés. C'est pas évident, hein. C'était pas évident. Parce qu'il y avait un lobby pro-allemand en Amérique qui aurait pu gagner l'affaire. Mais c'est le lobby Roosevelt. J'ai oublié le nom. Voilà. Eisenhower est venu par après. Donc c'est Roosevelt. Roosevelt était en faveur des Alliés. Ce qui est très différent de Trump. Trump est en faveur d'Israël. Donc Netanyahou n'est pas le vaincu, ne sera pas vaincu. Parce qu'il sera vainqueur de la guerre, c'est incontestable. Mais ce qui se passe, c'est qu'il a comme allié Trump. Alors que Roosevelt, lui, s'opposait à l'Allemagne pour avoir l'appui du monde entier. Tandis que Trump préfère l'appui d'Israël contre le monde entier. Et c'est ce qui fait la grandeur de l'Amérique. En 1945, le fait que l'Amérique est au banc des vainqueurs, elle est avec la Russie, donc elle va devenir une grande puissance. Avant la Deuxième Guerre mondiale, elle n'était pas une grande puissance. C'était une puissance, bien sûr, industrielle, mais les principales puissances étaient encore l'Allemagne, la France et l'Angleterre, les puissances coloniales. Après la Deuxième Guerre mondiale, les nouvelles puissances sont la Russie et l'Amérique. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que quand j'ai parlé tout à l'heure des accords de Munich, l'initiateur de ces accords de Munich, c'était Mussolini. Et pourquoi Mussolini donc il s'est rangé ensuite du côté de l'Allemagne. Lui et l'Espagne. L'Espagne et l'Italie se sont rangés du côté nazi, enfin de l'Allemagne, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient aussi des petits conquérants. Donc l'Espagne voulait récupérer des territoires en Afrique, et donc et surtout maintenir son unité, et elle craignait surtout aussi les républicains. Donc elle a obtenu le soutien, elle a adhéré au soutien d'Hitler, mais elle n'a jamais été en guerre, ça il faut le savoir. Franco n'a pas été en guerre avec l'Allemagne. D'abord parce que l'Espagne était beaucoup plus faible, donc s'il se rangeait du côté de l'Allemagne, il aurait ramassé des coups directs, et il était le plus proche, hein. Donc ça n'a pas été le cas. Donc Franco a été intelligent, il a soutenu Hitler pour protéger son régime, pour essayer de gagner des territoires coloniaux, mais ça s'arrêtait là. Il n'est pas entré en guerre aux côtés de l'Allemagne. Ça, il faut quand même le signaler du côté de Franco. Mussolini, par contre, lui, s'est rangé, alors que Mussolini a été l'un des premiers à craindre la puissance de Hitler. Il le dit lui-même en 1932, en 1934, il dit « c'est qui ce malade ?» Et il utilise des mots beaucoup plus forts pour dire vraiment ce dépravé, cet homme dangereux, mais je ne peux pas être le seul à m'opposer à lui. C'est vrai que la diplomatie française et anglaise sont bien calmes par rapport à tous les abus que commet Hitler en conquête de territoires autrichiens, en conquête de choses. Et Mussolini dit, mais je ne peux pas être le seul à me battre contre lui. Et finalement, aux accords de Munich, il est en train d'inspirer la solution qui est favorable à Hitler, même si Hitler n'en est pas parfaitement satisfait, mais Hitler, il veut le max. Bon, on lui donne les Sudètes, et on s'est dit, bon, on va s'arrêter là, on a sauvé la paix, puisqu'il veut, les peuples allemands, on lui donne les Sudètes, mais en fait, les Sudètes étaient une région industrielle qui va conquérir sans tirer un coup. Voilà. Donc, que je parle. Et oui, pourquoi Mussolini s'est-il rangé du côté de l'Allemagne? Ben, il a fait le calcul simple, je me mets du côté du plus fort, puisque le plus fort à ce moment-là, c'était Hitler, qui avait une puissante armée, et ça va m'aider à gagner mes territoires en Abyssinie, en Tunisie, contre le pouvoir colonial français. Et c'est un peu la raison qui fait que Mussolini, d'un point de vue tactique, s'est rangé du côté
s'est rangé du côté de l'Allemagne, après ses déceptions au traité de Versailles, enfin, déception de l'Italie, après le traité de Versailles, etc. Donc, ce que je voulais dire surtout, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, les puissances coloniales sont épuisées, fatiguées. La France, elle est très rabaissée, je veux dire, par l'Amérique. Hein. Elle est même méprisée dans son empire colonial, et parce qu'elle s'appuie sur son empire colonial pour se ressourcer, c'est ce qui lui a permis de gagner la guerre, mais on ne veut même pas lui donner une présence, on a du mal. C'est pour ça que De Gaulle est un grand homme, parce qu'il a voulu imposer la présence de la France alors qu'il était méprisé, là, pas par les Roosevelt, mais par les Eisenhower, je crois, si je ne me trompe pas, pas par l'état-major américain en tout cas, et le général de Gaulle a voulu imposer une place de la France et la présence de la France, entre autres sur la libération de Paris, la libération des territoires, les expéditions de France, quoi, etc. Donc qui ont été réalisées par l'armée d'Afrique. Voilà. Alors, l'Amérique, après la Deuxième Guerre mondiale, est la nouvelle puissance, avec la Russie, et contre l'empire colonial français, contre l'empire colonial britannique, qui, eux, sont de plus en plus dépendants, etc. Bon, pourquoi est-ce que ça, c'est quand je parle, en fait, mon sujet, c'était de faire une liaison entre Netanyahou et Hitler, et en fait, je me retrouve à parler d'un autre sujet, mais c'est parce que enfin, vous connaissez mon système, je vous raconte, quoi. Et donc, je pars en fonction de mon inspiration, de ce qui me passe par la tête. Et donc, oui, voilà, j'en étais aux finalités, les finalités de Hitler et de Netanyahou. Hitler a perdu la guerre, il a été jusqu'au bout, il a ruiné son pays, mais lui, il s'est suicidé, son état-major s'est suicidé, mais on a poursuivi avec le procès de Nuremberg et la chasse aux criminels nazis, ceux qui n'avaient pas été arrêtés, ceux qui ont fui. On a essayé de les arrêter pour les juger, pour les condamner, jusqu'au tout dernier en France, là, qu'on a récupéré il n'y a pas longtemps, j'oublie son nom, le bourreau de Lyon, le boucher de Lyon. Voilà. Et voilà. Par contre, Netanyahou, il a une action contre lui, aussi bien à l'intérieur. il est jugé pour corruption. Il a des procès sur le dos. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, sur Netanyahou. Quand il prend le pouvoir, quand il accède au pouvoir, dans une période de crise où il y a une opposition très forte contre lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'unité autour de l'ennemi étranger. Et donc, autour de Gaza, contre les Arabes, contre les musulmans. C'est ça son... Faut pas tricher, c'est ça son objectif. Il est contre ces gens-là. Et donc, il réussit à faire l'unité, le consensus de l'unité de la nation contre les crimes horribles dont lui est la cause. C'est lui qui a commis les crimes horribles. Parce qu'il pouvait s'asseoir et négocier avec les preneurs d'otages, et puis on aurait eu 50 morts. Mais lui, il a décidé de tirer, malgré l'emprisonnement des otages, malgré la situation. Il ne voulait pas de négocier, parce que ce n'est pas dans leur logique. Au contraire, c'est une opportunité pour développer la guerre, parce qu'il a une fixation sur Gaza. Il veut exterminer ces gens-là. Il a vraiment une détermination dans ce projet. Son projet de grand Israël ne peut aller qu'avec l'anéantissement des Palestiniens. On va les anéantir par la migration, par l'exode ou par la mort, c'est clair. Et donc, là où Hitler, son projet n'était pas défini, on va le constater après la guerre. Au moment de la fin de la guerre, on va découvrir les camps de la mort. Au 8 mai 1945, lorsqu'il y a l'arrêt de la guerre, on découvre qu'il y a des camps, qu'il y a des prisonniers qui sont dans des états catastrophiques. Mais ce projet n'était pas connu, en tout cas il était secret ou il n'était pas identifié. Mais Netanyahou le déclare.
Netanyahou n'a pas peur de le dire. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il a réussi à obtenir l'adhésion populaire, la mollesse des pays occidentaux, tout comme la mollesse de Chamberlain et d'Aladier. Donc là encore, dans les années 30, on a laissé faire Hitler par peur, parce qu'on ne voulait pas la guerre. Donc on l'a laissé s'agrandir, on l'a laissé se renforcer, on l'a laissé devenir puissant. Vous savez que quand Hitler lance la bataille sa guerre en 40, excusez-moi, sa campagne à travers la Belgique et quand il contourne la ligne Maginot, Hitler était anxieux. Anxieux parce qu'il avait très peur de l'armée allemande, de l'armée française. Et lorsqu'il va réussir à couper l'armée française et à traverser enfin jusqu'à Lille, jusqu'à Dunkerque plutôt, et à encercler l'armée française, ça sera une grande victoire. Mais avant de parvenir à cette grande victoire, il était très anxieux parce il aurait pu y avoir un renversement et un retournement de situation. Mais bon, bon, on ne va pas revoir la bataille. Il ne faut pas que je perde mon fil de... Je parlais de Netanyahou, qu'est-ce que je disais? Oui, Netanyahou, il a une fixation sur la guerre de Gaza. Il en est à sa 4e guerre de Gaza. Et il cherche une opportunité. Et cet événement qu'il a provoqué, eh bien, il s'en réclame. Donc les gens qu'il a fait tuer par des armes israéliennes, eh bien, ça va lui servir pour justifier son projet de conquête. C'est du sacrifice pour lui. C'est la justification pour pour massacrer les Palestiniens, parce que ça va dans son objectif de conquête. Et il est disposé à toutes les concessions pour détruire l'OLP en soutenant Gaza. Chacun son tour. Chacun son tour. Vous voyez, il est stratège et il a une vision stratège, mais c'est une vision criminelle. C'est une vision d'holocauste, d'extermination. Et d'ailleurs, remarquez, qui parle d'extermination? Qui parle il y a que les Israéliens qui parlent que de ça, et que les Juifs. Mais les Palestiniens ne savent même pas ce que c'est, ils ne parlent pas de ça. Eux, ils parlent de revendiquer leurs droits, leur terre, la terre de leurs ancêtres. Et les autres disent, oui, ils veulent nous exterminer, mais ils ne veulent pas vous exterminer, ils veulent récupérer leur terre, ils veulent vivre sur leur terre, ils veulent cultiver leurs oliviers, ils veulent préserver leur identité, leur culture. Et là, les Israéliens détruisent, coupent les oliviers, rasent les maisons, rasent les industries, ils veulent tout raser. Tout raser, il n'y a plus de traces de Palestiniens. Et c'est clair, mais c'est du génocide. C'est des génocides culturels, du génocide humain, du génocide biologique, agricole, enfin c'est... Voilà. Et donc, l'Amérique devient grande puissance après la Deuxième Guerre mondiale. L'Amérique ne sera pas une grande puissance mondiale après les événements de Gaza. Quand on voit le contexte, on a une guerre au Liban, on a une guerre en Iran, les Américains sont engagés là-dedans, beaucoup de blabla, de menaces, bien sûr, avec des réalisations concrètes. Ils peuvent faire très mal, ils peuvent réduire, ils ont réduit le Liban à néant, ils peuvent réduire l'Iran à néant. L'Iran vit sous boycott depuis 20, 30, 40 ans, sous boycott total. Donc c'est un pays qui est boycotté, mais qui survit encore, et ils peuvent encore le réduire dans ses dernières ressources. Ils peuvent le faire, mais l'Amérique ne sera plus... je crois que le règne américain, je pense qu'il est terminé. Après cette guerre-là, je crois que les pays du Golfe vont se rendre compte que ce n'est pas un allié fiable, qu'ils seront sacrifiés au premier bord, ce n'est plus une puissance industrielle. Je crois que et puis avec ce qui s'est passé, je ne sais pas si on va leur pardonner, ou s'ils vont un jour négocier, ou s'ils vont reprendre le dollar, ou s'ils vont retrouver leur prospérité. Ou les pays arabes, je pense qu'ils sont aussi partis dans un déclin très grave. Je crois que la reconstruction va être très très difficile. Et ils vont se rendre compte que ce déclin est dû à l'Amérique et à l'alignement de l'Amérique sur Israël. Voilà.
Et finalement, ma question c'était, est-ce que Netanyahou n'est pas pire que Hitler? Regardez le délai de temps, regardez son programme, regardez le nombre de morts sur le territoire, proportionnellement au territoire. Ce Netanyahou est sans doute pire que Hitler, il a utilisé des armes que Hitler n'avait pas. Ils ont les objectifs pareils. Une mortalité beaucoup plus élevée en relation avec l'espace. Les destructions aussi sont très graves. Les ressources d'agriculture, les ressources de l'industrie, tout est détruit. Au sud Liban, les infrastructures en Iran sont détruites. Gaza est totalement rasé. C'est invivable. Donc les gens ne peuvent plus vivre. Et même les organisations alimentaires qui étaient l'agence des Nations Unies pour l'aide aux réfugiés a été interdite. Donc plus personne ne peut aider les Gazaouis. Mais ils n'ont plus d'agriculture, ils ne peuvent pas pêcher, ils ne peuvent pas produire. Mais c'est une mort assurée. C'est une mort assurée. Et comme disait Hitler, ben, on les fait crever, et puis les derniers survivants, on verra comment les exterminer. Et c'est ce que fait Hitler, ce que fait Netanyahou. On expulse ceux qu'on peut expulser, on offre l'immigration pour ceux qui peuvent payer pour migrer, et on tue ce qu'on peut tuer, on laisse mourir ou on fait mourir les autres, et les derniers résistants, ben on verra qu'est-ce qu'on va faire, on va les juger, on va les condamner, ou ceux qui auront le plus résisté à cela. C'est une logique mortifère. Voilà. Voilà, c'est une idée que j'ai eue la semaine dernière où j'ai fait un parallèle entre Hitler et Netanyahou. Moi, je pensais que Hitler, c'était le pire de ce que l'humanité pouvait voir. Et en fin de compte, Hitler, il a fasciné jusqu'en 1938. Vous savez qu'il a été candidat au Nobel de la paix. Vous savez ça. Et puis ensuite, il ne pouvait pas s'arrêter, Et il a fallu qu'il y ait Stalingrad en 1942 pour lui mettre un stop et qu'on rebobine et qu'on retourne la manivelle et que les Alliés s'unissent pour le combattre et le vaincre. Mais jusqu'en 1942, Hitler, je ne sais pas quoi dire, s'il avait fait des concessions, par exemple, en 1941, s'il s'était arrêté là, peut-être que ça aurait été un héros. Et contrairement à Netanyahou, va être vainqueur. Donc l'histoire va lui dresser un portrait d'homme brillant. Surtout les Israéliens, d'ailleurs il le dit dans ses paroles, je vais redessiner la carte du Moyen-Orient, et il le fait réellement. Donc les Israéliens qui vont écrire ce livre vont se dire, ce mec il est génial, mais c'est un Hitler. C'est un criminel de guerre, et il ne vit que de la guerre. S'il arrête la guerre, normalement, il doit être jugé, mais il sera peut-être amnistié, hein, il sera peut-être lâché, il sera peut-être... certainement. Donc les gens s'imaginent en disant il fait la guerre pour éviter la justice, c'est grandir la justice israélienne. Hein. Ça veut dire que... ça, il faut le voir pour le croire. Hein. Je ne sais pas si la justice israélienne va être aussi indulgente pour ces petites conneries de corruption, quelques millions qu'il a mis en poche ou quelques millions qu'il a dépassés à sa faveur. Je ne crois pas que ce soit le plus grave. Hein. Normalement, si cet État était digne, c'est Israël qui le mène devant un tribunal aux droits de l'homme pour atteinte, pour crime de guerre. Hein. Parce que c'est lui qui a donné des ordres pour tuer, des ordres pour massacrer. Ce qu'il a donné comme ordre, on ne peut pas imaginer, même Hitler ne l'a pas fait. Même Hitler ne l'a pas fait. Lorsque les Alliés étaient bloqués, Hitler aurait pu ravager toute l'armée britannique qui était au sol.
Et puis pour des questions humanitaires, dit-il, d'autres justifient pour des raisons d'incapacité. Mais bon, on aurait peut-être tort enfin, en tout cas l'hypothèse est mise. Hitler a dit, oui, je ne voulais pas les massacrer, ils étaient... enfin, il ne voulait pas le faire. Il n'a pas donné l'ordre pour massacrer jusqu'au dernier ceux qui allaient redevenir des militaires. Alors que Netanyahou le dit, hein. Netanyahou a visé tous les jeunes, a laissé les handicapés, a tué des enfants, il a donné des ordres abominables. Voilà. Donc, je pensais que Hitler, c'était le pire des criminels. Et puis finalement, vous voyez, Hitler, il n'a été que... Bon, ce qu'il a commis après, c'est vrai que c'est... Mais les Allemands ne le savaient pas. Jusqu'en 1938, les Allemands ne savaient pas. Donc ils ont été mobilisés, ils étaient fascinés par Hitler, il y a eu des foules de délire, d'enthousiasme. Mais ils ne savaient pas que le gars était un criminel, un bandit, un voleur, un sans pitié, qui allait salir l'Allemagne pour longtemps. Voilà. Mais par contre, pour Netanyahou, on le sait, on le voit. Mais il y a toute une organisation de fric, de lobby, qui arrive à valoriser, à mettre en valeur, en faveur les opinions de Netanyahou et les opinions les plus extrémistes, avec des télévisions, carrément. Comment est-ce que des gens comme CNews, comme BFM TV, comme la télévision israélienne à Paris, ces gens-là orchestrent la politique de Netanyahou, la politique excessive, extrémiste. Et ils donnent point de vue que de justification à ce qui est fait. Jamais la campagne s'est mise de l'autre vue. Les journalistes ne sont pas autorisés. Les journalistes sont tués. Les journalistes palestiniens qui transmettent de l'armement sont privilégiés dans les tueries. Les Européens, les journalistes occidentaux ne peuvent pas entrer à Gaza. Tout est sous contrôle. Voilà. Voilà. Ok. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette idée. J'avais pas envie d'écrire à papier parce que je suis pas très lu, mais j'avais envie d'émettre cette opinion, cet avis. Voilà, mais il y a quelques jours j'étais enthousiaste, aujourd'hui je suis peut-être un peu moins. J'ai peut-être oublié des choses à dire. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt. Ciao, ciao.